CPAM, la radio de tous les jours et de chaque jour. – 17h35. Nous avons avec nous en ligne depuis Paris professeur Jean-Marie Théodate, géographe. Il est directeur du département de géographie de l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Professeur Théodate, comment ça va? Je ne pourrais pas dire que ça va bien parce que le pays va mal. Parce que le pays va mal. Moi, j'ai l'habitude de dire que ça va bien même quand ça va mal. Ça, c'est pour moi et ça m'appartient, professeur. Comment vous réagissez à cette dernière nouvelle dans la tourmente d'Haïti? Il y a deux niveaux de réaction. Il y a d'abord une réaction très personnelle. Je m'inquiète beaucoup pour mes parents qui sont encore en Haïti et mes amis qui sont nombreux et nombreuses. Et une réaction, on va dire maintenant, plus distanciée, parce que d'abord je suis à Paris, et aussi parce que il faut quand même essayer de donner du sens à ce qui se passe en Haïti, et réfléchir à froid sur cette violence, et se dire que c'est le résultat, on va dire, attendu d'une politique de déconstruction de l'état de droit qui a commencé depuis une dizaine d'années au moins en Haïti. Et donc, il n'y a rien d'étonnant à tout cela. Et naturellement, pour parler de choses, faire une parenthèse tout de suite, assez bizarrement, je fais la parenthèse au début, c'est donc gênant lorsqu'on a des collègues qui s'intéressent à la situation de notre pays d'origine et qui nous demandent comment va Haïti parce qu'on a les nouvelles d'Haïti et qu'on voit que ça va mal, qu'Haïti, après ces nombreuses années, n'arrive toujours pas à trouver son chemin. Alors, on est gêné de trouver une réponse sensée. On est gêné au sens que l'on a honte sur le plan affectif, mais en même temps, lorsque la situation est aussi limpide, on n'est pas du tout... je ne suis pas du tout embarrassé pour faire le diagnostic de la situation. Je n'ai peut-être pas la solution, je n'ai peut-être pas la médication pour nous sortir de ce trou noir où le pays se trouve précipité, mais quant au cheminement logique qui nous a conduits au chaos, je pense que c'est assez limpide. Oui, avec la participation des uns et des autres, et aussi de l'international certainement. De l'international, mais aussi par, je dirais, une sorte d'irresponsabilité des élites haïtiennes, qui n'ont jamais compris que leur avenir était lié à cette île, qui n'ont jamais compris que on préparait notre pays pour des générations futures. Ces gens ont toujours un comportement de colon, un comportement d'appuyant qui consiste à profiter du moment présent en attendant de prendre la fuite, de retourner en métropole, sauf que il n'y a pas de métropole, il n'y a plus de métropole. Ou alors, si, il y en a une nouvelle, ce sont les États-Unis. Et aujourd'hui, ce que faisaient les colons qui repartaient en France une fois fortune faite, c'est exactement ce que fait collectivement la bourgeoisie haïtienne qui s'est réfugiée aux États-Unis et qui continue à distance de piller le pays. Alors maintenant, le résultat de tout ça, c'est un groupe, et il fallait s'y attendre, comme vous l'avez dit, un groupe de bandits
qui met le pays en coupe réglée et l'État en coupe, pour ce qui en restait, en coupe réglée. Et là, on met celui qui jouait le rôle de Premier ministre en situation de ne plus rentrer au pays et on déclare même la mise sur pied d'un gouvernement provisoire, n'est-ce pas, avec un nom, le nom de celui qui a fait de la prison pour trafic de drogue, Guy Philippe, participant à ce gouvernement. Comment on réagit à tout ça? Là encore, c'est d'une limpidité clinique, cette évolution des choses. C'est-à-dire que Haïti étant devenu un narco-État, Haïti étant devenu un État failli, avec une police trop faible pour jouer pleinement sa fonction et une armée quasi inexistante, ce sont les bandits, ce sont les brigands, ce sont les mafieux qui ont pris le pouvoir. Donc Guy Philippe se présente aujourd'hui au guichet pour être l'éventuel chef de l'État, ce n'est que logique. Donc nous avons symboliquement, on va dire, parce que c'est de ça qu'il faut parler aujourd'hui, symboliquement aujourd'hui, celui qui se trouve le plus proche du pouvoir, c'est un bandit sorti de prison avec d'autres bandits dans la rue qui mettent le pays à feu et à sang. Donc il n'y a pas de description plus apocalyptique de la descente aux enfers. Professeur, et ce qui m'a surpris, c'est de voir que ces groupes-là, qu'on appelle G9 et alliés, ces gens-là, c'est des gens, des affairistes, des gens qui se battaient les uns contre les autres, bataille de territoire oblige, n'est-ce pas? Et ces gens-là ont pu, un moment, devant la menace de leurs intérêts, de leurs affaires de bandits, n'est-ce pas, ont mis tout de côté pour se réunir et se parler et faire encore une entente sur le dos du peuple. Et regardez de l'autre côté en face, oui, on a déjà eu une entente, mais quelle entente? Jamais les intellectuels, les gens de la politique, n'est-ce pas, n'ont pu vraiment créer cette possibilité qu'on se parle d'une seule voix pour sortir le pays de la crise. C'est bizarre, professeur. C'est surtout malheureux. On ne peut que constater le vide sidéral sur le plan politique, à droite comme à gauche d'ailleurs. C'est-à-dire, si on parle aujourd'hui tellement de barbecue, si on parle tellement aujourd'hui de Guy Philippe, c'est parce que précisément, il n'y a personne pour leur donner le change. Il n'y a personne pour parler au peuple, pour tenir un discours cohérent. On dit que la nature a horreur du vide. C'est particulièrement vrai en politique. En gros, lorsqu'il n'y a personne pour tenir un discours rationnel, réaliste et patriotique au peuple, vous avez des bandits, des brigands qui s'emparent du discours, qui se donnent des airs de Robin des Bois qui viennent pour secourir la veuve et l'orphelin. C'est exactement ce que fait aujourd'hui Barbecue, qui se présente comme un révolutionnaire qui vient chasser un dictateur, alors qu'il est lui-même une créature de cette dictature, alors qu'il est lui-même une manifestation de la pourriture de la politique haïtienne. Donc ce qui est le mal ne peut pas être la solution au problème. Et qui incarne le mal. Professeur, j'étais aussi surpris de voir, pour ceux qui ont de l'ambition de devenir chef d'Haïti, Premier ministre, président, en l'absence de celui qui théoriquement jouait le rôle, je parle de Ariel Henry, et avec tous les dégâts qui ont été faits par les bandits, n'est-ce pas, laissant des cadavres traîner dans les rues de Port-au-Prince, en face de la grande prison, si on veut, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et professeur, j'étais surpris de voir qu'aucun leader qui a le désir de devenir président
n'a joué ce rôle, n'a essayé d'enlever la plupart des cadavres, de trouver le moyen, comme quoi personne n'a de moyen de faire le moindre petit geste sensé pour aider le peuple haïtien à souffler un peu. Ça m'a surpris. Est-ce que ces gens-là méritent le nom, je parle de ces gens dans l'opposition, méritent de porter le nom de leader et méritent de diriger ce pays? Bon, je ne suis pas le mieux placé pour distribuer des primes ou des prix aux unes et aux autres. Je pense que nous sommes en démocratie et chacun prend ses responsabilités. Donc, si certains ont le courage de continuer à faire de la politique en Haïti, je commence par les en féliciter, parce que c'est ce qu'on appelle un métier extrêmement périlleux. Maintenant, leur légitimité à prétendre au fauteuil de Premier ministre ou de président, c'est quelque chose qui, de toute façon, doit se vérifier devant le peuple. C'est par des élections que l'on arrive au pouvoir. Donc, même l'absence d'Ariel Henry ne saurait justifier la nomination de qui que ce soit pour exercer des fonctions qui étaient déjà usurpées. Donc, il est temps qu'on sorte du bois en Haïti. Il est temps qu'on arrête de jouer, je dirais, au maquisard, au marron, et qu'on se dise que maintenant, nous voulons une société pacifiée, nous voulons une société reposant sur des règles du jeu qui soient claires, démocratiques et limpides pour tout le monde, et qu'on arrête ces arrangements entre copains, ces arrangements entre coquins qui finissent par mettre le pays dans l'embarras, dans le fond. Alors, professeur, si la tendance se maintient, on devrait croire que les choses vont se reproduire de la même manière parce que, en apparence, les États-Unis demandent à leur poulain Ariel Henry de céder le pouvoir. Probablement, les États-Unis vont nommer quelqu'un d'autre à la place et les choses vont se poursuivre business as usual. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que les Haïtiens devraient faire, surtout ceux qui ont de l'ambition de jouer un rôle prépondérant dans la politique haïtienne. Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour mettre le pied à terre et surtout participer à ce qui doit se faire justement pour changer les choses, changer la donne dans ce pays? Vous savez, il n'y a pas de solution simple. Nous parlons d'un problème complexe qui demande justement des gens qui soient lucides, qui soient déterminés, qui soient courageux et surtout qui soient d'une probité au-dessus de tout soupçon. Et là, je viens de définir des vertus qui ne sont pas rares en Haïti, qui sont même très, très nombreuses, mais il manque, je dirais, un leadership. Il faut, malheureusement, en politique, toujours je dirais, non pas un homme, mais en tout cas une force, d'accord, une parole, une direction commune. Et pour l'instant, personne n'a de discours sur la scène publique capable d'allécher justement le plus grand nombre. Et personne ne prend le chemin d'élection avec la posture, je dirais, d'un programme à accomplir. Tout le monde veut sauver Haïti, tout le monde veut faire quelque chose pour le pays. Mais ça, c'est vague. Si vous voulez, c'est comme si on dit en espagnol que un médecin soigne, 2 médecins doutent, 3 médecins tuent autour d'un malade. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas tous être Premier ministre, nous ne pouvons pas tous être président, on ne peut pas tous être ministre. Or, la plupart de ceux qui prétendent sauver Haïti, ils veulent tous être président, ministre ou député. Alors que ce n'est pas ça, la participation à la construction des territoires. Moi, par exemple,
je pense que ce que je fais dans mon métier de professeur, d'enseignant, de chercheur, d'écrivain, est ce que je peux faire de mieux pour la cause commune. Et je n'ai aucune ambition dans ma vie à être plus que cela, parce que je pense que l'avenir d'un pays, c'est lorsque les citoyens s'exercent à faire de leur mieux ce pourquoi ils ont le plus de talent. Comment un leader, dernière question professeur, peut s'illustrer à vos yeux pour se détacher du lot, parce que vous allez parler de paroles, oui, on a assez parlé, maintenant ça prend de l'action pour se détacher, se démarquer, professeur? J'aime beaucoup cette expression canadienne, québécoise, qui fait la différence entre les babines et les bottines. Ouais. En Haïti, nous avons beaucoup de babines et très peu de bottines. Et c'est là, précisément, que le bas blesse. Nous avons besoin de personnes capables non seulement de comprendre, de dire des choses, mais également de mobiliser, capables d'action. Vous avez pris un très bel exemple tout à l'heure. Personne pour essayer de relever les cadavres qui traînent, qui jonchent les rues. Et je pense que voilà une action d'éclat qui aurait pu montrer la détermination d'un homme politique, la détermination d'une femme en politique. Mais personne n'a idée de faire ce genre de petits gestes en Haïti. C'est bien le problème. Professeur Jean-Marie Théodate, géographe, directeur du département de géographie de l'Université Paris, Panthéon-Sorbonne. Je vous remercie, professeur, d'avoir pris du temps de nous parler. J'espère qu'on se reparle, professeur. C'était un plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.